Bonsoir tout le monde, bonsoir François. Être avec vous pendant ce webinaire durant plus qu'une heure pour parler d'un sujet qui nous est cher, mais en même temps, il traverse une période assez difficile. C'est notre 8e webinaire. Nous sommes contents de cet exercice, de cette expérience. Ce soir, nous recevons tout d'abord un ami ainsi qu'un professeur, même si on a presque le même âge, mais c'était mon professeur quand même à Aix-en-Provence durant des longues années. Et actuellement aussi, il préside le conseil scientifique de notre centre. Ce soir, François Berga va nous parler des espoirs démocratiques arabes. Ça, c'est le côté positif de la chose. Au péril de l'internationalisation, de la contre-révolution. Et ça, c'est le côté qui nous inquiète un peu, même beaucoup, de la chose. Alors, à vous la parole, cher François, et on revient plus tard pour des questions, un débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Salam. Merci à toi en tant que directeur de cette belle maison qu'est le Carrette, mais aussi merci à toute l'équipe et puis aussi à cette technologie. Moi, j'ai envie de dire que l'une des conséquences positives, si j'ose dire, de ce drame sanitaire que nous avons vécu, c'est peut-être que nous avons pris conscience de l'utilité, de la facilité d'utilisation de cette technologie qui nous réunit ce soir. Et moi, j'en suis, en tant que provincial, encore plus que tous les Parisiens, un adepte inconditionnel. Enfin, je suis en train de le devenir. Donc, merci à toi, merci à toute ton équipe, merci à la technologie qui nous permet d'échanger ce soir avec une telle facilité, sur le plan technique, parce que sur le plan intellectuel, les pièges restent extrêmement nombreux. Le sujet de ce soir, bien sûr, il n'est pas très, très original. Il s'agit une fois de plus de savoir où on en est de cette dynamique qu'on a qualifiée plus ou moins heureusement, mais moi, le mot printemps ne me choque absolument pas, des printemps de cette région. Après, si on dit arabe, je sais qu'il y a des berbères, toute une série de populations qui se lèvent pour protester, mais disons, cette dynamique printanière, moi, elle ne me choque pas dans son appellation, c'était bel et bien une dynamique positive. Où est-ce qu'elle en est? Et bien sûr, je ne vais pas investiguer les situations nationales, les différentes situations nationales, et je ne vais même pas envisager de traiter de la problématique dans son ensemble. Je me suis cantonné à un point, c'est la variable de l'internationalisation. On sait très bien que ces dynamiques protestataires de demande démocratique en Syrie comme au Yémen, comme partout ailleurs, elles sont sorties très vite du cadre national et elles ont été phagocytées. Je dis parfois aux étudiants, vous savez, un printemps arabe, c'est comme un pot de miel qui s'ouvre, il y a des tas de mains tout autour qui vont essayer de plonger la main dans le pot et d'en retirer un bénéfice. Donc les acteurs de l'ingérence étrangère vont assez vite dénaturer, pour le meilleur parfois, mais pour le pire souvent, la dynamique de demande démocratique qui s'est manifestée en Tunisie, en Égypte, hein, on le sait chronologiquement, en Libye, en Syrie, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grand-chose. Hein. Encore une fois, on ne peut que survoler, on ne peut que poser des jalons. Je vais essayer non pas de quantifier, mais de dire quelle est l'importance persistante de la variable étrangère dans les rapports de force internes de chacune des arènes nationales. Hein. Je vais me limiter, je ne vais pas toutes les envisager. Alors, je ne vais pas parler par exemple de la Jordanie, même si la variable américaine et israélienne dans l'équilibre politique intérieur de la Jordanie est essentielle. Je ne vais pas parler du Bahreïn. Je vais peut-être rappeler qu'au Bahreïn, la variable étrangère, elle a été décisive, hein, et que l'intervention saoudienne a fait basculer le rapport de force interne et tous les espoirs. Je ne vais pas parler
mais plutôt par manque de temps, parce que c'est très intéressant. Je ne vais pas parler du Soudan, même si le Soudan est aussi un terrain de jeu de l'axe de la contre-révolution arabe et de cet axe émirati, pour ne pas le nommer, qui va tenir une grande place dans mon intervention ce soir. Je ne vais pas parler, mais par pur manque de temps, du Maroc et très peu de l'Algérie. Je vais me concentrer sur ce qui sont, à mes yeux, des cas archétypiques qui sont bien sûr la Syrie, plus encore conjoncturellement la Libye, où s'explicite à la fois la complexité et l'étonalité dominante des ingérences étrangères, et puis bien sûr l'Égypte, le Yémen restent présents avec des angles un petit peu différents. Les acteurs de l'ingérence internationale, on les connaît, ce sont d'abord des acteurs régionaux, ceux qu'on a longtemps appelés des acteurs secondaires, hein, des futures grandes puissances. Il y en a qui partent de loin, mais c'est bien sûr les Émiratis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, qui sont les acteurs qui ont cherché et qui sont parvenus, le Qatar aussi, pardon, à interférer avec des rapports de force internes dans des pays de la région. Et puis les acteurs globaux, ils sont bien sûr très très connus. C'est la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi la France, dont je vais dire beaucoup de mal ce soir, je préfère le dire tout de suite. Enfin, je vais quand même désigner l'actuelle diplomatie de la France à l'égard de cette question comme une très grande catastrophe, comme une très grande... je me suis aperçu en préparant ce séminaire que j'allais souligner l'importance de la variable étrangère, de la main de l'étranger dans les dynamiques politiques au Proche-Orient. Et je me suis dit, oh là 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 là, il faut quand même que je fasse attention. Et j'avais écouté attentivement d'ailleurs Laurent Bonnefoy dans un précédent webinaire nous dire, attention, il ne faut pas oublier le rôle des acteurs locaux. Alors avant d'aller en quelque sorte en sens inverse, dans le sens d'une affirmation de l'importance de la variable étrangère, je voudrais redire très brièvement tout le danger qu'il y a à surestimer la variable étrangère. Ça a été une catastrophe intellectuelle pour toute une partie des opinions publiques, des militants, aussi bien, on est dans le même panier, aussi bien arabes et notamment maghrébins, parce qu'ils sont plus loin du théâtre du Proche-Orient qu'européens, hein. Nous avons tous carburé à ce logiciel que je vais caricaturer en disant, par exemple, ce sont les États-Unis qui ont fabriqué Ben Laden. Hein. Baghdadi est un agent du Mossad. L'opposition syrienne n'est rien d'autre qu'un jouet dans les mains de François Hollande ou de l'émir du Qatar. On sait à quelle terrible catastrophe a pu arriver cette idée, cette posture à laquelle on arrive quand on surdétermine l'importance des ingérences extérieures. Israël est un État extrêmement important dans les dynamiques du Proche-Orient, compte tenu de ses ressources propres et compte tenu du fait qu'il est en quelque sorte, lui, vraiment la danseuse des ambitions occidentales, européennes et américaines dans cette région du monde. Mais Israël n'a pas tout fait. Israël ne peut pas expliquer la montée aux extrêmes qui va produire en Irak et en Syrie des forces politiques, des acteurs politiques du type de Daesh. Reprenons un exemple un petit peu ancien pour montrer les limites de Ben Laden et fabriqué par les États-Unis. Ben Laden, très conjoncturellement, s'est trouvé en communauté d'intérêt contre l'URSS aux côtés des Américains lorsque l'URSS avait, à ses yeux, envahi un pays musulman. Mais si Ben Laden avait été fabriqué, comme on continue à nous le dire maintenant par les Américains, lorsque les Américains se sont substitués aux Soviétiques en Afghanistan comme puissance occupante, Ben Laden aurait dû chanter leur louange et non pas se retourner contre eux. Donc on voit bien, même très pratiquement, les limites de ce genre de posture simplificatrice. Mais c'est un ami, c'est un collègue, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je voudrais faire donner la réponse. Parfois, je me sens illégitime à parler de Syrie, alors je passe la parole à Salam Kawakibi, mais là, je vais la passer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est un héros de l'opposition syrienne, il s'appelle Yassine Haj Saleh. Tu vas me corriger, je ne sais pas combien d'années de prison on a passé, 10, 15 ou plus dans les geôles
non pas de Bachar, mais de Hafez al-Assad, Yassine Haj Saleh, il s'en est pris à ce logiciel des gauches arabes et occidentales. Non, je vais corriger un petit peu. Il s'en prend surtout aux gauches occidentales, mais moi, je prends sur moi de dire que cette posture, on la trouve également dans les gauches maghrébines, qui consistait, à force de surdéterminer la variable étrangère, à nier l'existence des acteurs locaux. Et je vais le citer parce que à un moment, il l'a écrit à de très nombreuses reprises et en des termes particulièrement éloquents dans plusieurs ouvrages. Mais à un moment, il a dit « Je crains qu'il ne soit trop tard pour que les gauchistes occidentaux, moi je rajouterais bien et arabes, parce qu'ils sont dans le même cas, expriment une quelconque solidarité avec les Syriens à ce stade extrêmement dur de la lutte. Ce que j'ai trouvé toujours étonnant, c'est qu'ils ne savent presque rien de la Syrie, rien de sa société, de son régime, de son économie, de son histoire contemporaine. À quelques exceptions près, je n'ai jamais relevé d'informations utiles ou une idée véritablement originale dans leurs analyses. Mon impression à propos de cette étrange situation, c'est que tout simplement, ils ne nous voient pas. La Syrie n'est pour eux qu'une occasion supplémentaire de dégainer leur vieille tirade anti-impérialiste sans jamais entrer dans le vif du sujet. Nous, les Syriens de la base, les réfugiés, les femmes, les étudiants, les militants des droits de l'homme, les prisonniers politiques, nous n'existons pas. Et il conclut, avant d'aider les Syriens ou de faire preuve de solidarité avec eux, ces gauches-là, la gauche occidentale mainstream, et je rajoute un certain pourcentage des gauches maghrébines, devraient céder eux-mêmes. Donc ça, il me paraît très très important de le dire, parce que ce soir, en résumé, et on est presque déjà à la conclusion, tellement le temps passe vite, je vais quand même dire qu'à mon sens, la variable internationale actuellement est la première des variables qui déterminent l'évolution des crises nationales. Je pense que c'est très très important de ne pas oublier le rôle des acteurs locaux, mais je pense que l'irruption de la coalition saoudo-émirati au Yémen a donné une pérennité au conflit et surtout une ampleur. Savons-nous que le volume des bombes qui ont été déversées par la coalition, simplement les bombardements aériens, l'ont été en proportion supérieure à l'ensemble des bombardements qui ont été largués par toute la coalition occidentale sur Daesh en Irak. Donc il est évident que, oui, bien sûr, les acteurs locaux jouent un rôle et il ne faut pas les exemplariser, il ne faut pas les béatifier du fait qu'ils sont les cibles d'acteurs que l'on considère comme illégitimes. Les Houthis ont des torts, bien sûr, et ce n'est pas le fait qu'ils soient attaqués par une coalition qui les rend complètement légitimes. Mais disons que le conflit au Yémen ne pourrait pas durer si longtemps et il n'aurait pas eu un tel impact humain et économique s'il n'y avait pas une ingérence étrangère massive. Et bien sûr, ce schéma-là, moi je l'applique à la Libye et bien sûr je l'applique à la Syrie. Je considère que le rapport de force interne à la population syrienne, je sais c'est très difficile de parler à la place des Syriens, mais j'ai quand même l'intime conviction que le rapport de force, s'il était resté interne, si la crise syrienne s'était jouée à frontières fermées, et quand je dis frontières fermées, je dis ni le Qatar, ni personne d'autre des acteurs régionaux ou globaux n'était intervenu, eh bien, on aurait fini, le drame syrien serait fini, le régime syrien serait tombé, le verrou autoritaire syrien serait tombé. Bon, alors, une fois que j'ai dit ça, donc, danger de surestimer, mais actuellement, je me suis livré, je pense que vous pourrez découvrir dans quelques jours dans ce site ou cette revue qui s'appelle Les Clés du Moyen-Orient, je me suis livré à cet exercice sur le Yémen. Sur le Yémen, avec la profondeur historique, vous savez qu'Al-Qaïda s'est installé très tôt au Yémen. Donc, on a une espèce de profondeur historique sur les variables qui ont fait monter le pays aux extrêmes, qui ont fabriqué les groupes radicaux. Eh bien, je pense qu'on peut oser énoncer comme une espèce de proposition méthodologique quasi universelle le fait que les groupes radicaux, les groupes ultra-radicaux comme Daesh et Al-Qaïda ont besoin d'une ingérence étrangère. Ces groupes sont le produit d'un dysfonctionnement des institutions de la représentation politique dans chacune des enceintes nationales où ils apparaissent, mais ce dysfonctionnement a besoin d'être exacerbé par l'ingérence étrangère, c'est-à-dire que la répression de Bachar el-Assad à lui tout seul n'aurait pas suffi à faire monter le pays aux extrêmes s'il n'avait pas été porté par une ingérence étrangère, en l'occurrence russe, en l'occurrence iranienne.
Et là, de ce point de vue-là, je voudrais dire, pour ceux qui se sentent des Occidentaux dans le public, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle. Les Occidentaux ont été des acteurs majeurs des ingérences qui ont envenimé la représentation politique au Proche-Orient. C'est eux qui ont l'histoire longue de mettre Mossadegh par terre, d'empêcher la montée en démocratie de cette région du monde, mais ils ont eu des successeurs. Hein. Et bien sûr, bon, la Russie peut être considérée plus ou moins comme un acteur occidental, mais l'Iran se comporte remarquablement efficacement, et bien sûr les Émiratis se comportent remarquablement efficacement dans ce domaine. Donc il n'y a pas de montée aux extrêmes si le dysfonctionnement des institutions de la représentation politique n'est pas exacerbé par un poids politique qui vient pérenniser un pouvoir illégitime. C'est l'archétype de la situation en Syrie, et bien sûr c'est un des deux modèles qui s'affrontent en Libye. Pour donner un cadre à la variable étrangère, et dans un nombre de minutes raisonnable, parce que le temps court très vite, je pense qu'on peut résumer la trajectoire de la France. La trajectoire de la France. La France a une trajectoire exemplaire, exemplaire au sens archétypique. La France a fait tout l'inverse et son contraire. Elle est maintenant dans une posture qui est extrêmement caricaturale et elle a en fait eu toutes les postures. Alors il faut rappeler très très brièvement comment on en est arrivé à cette France alliée maintenant à l'axe émirati et rappeler aussi comment l'axe émirati s'est constitué, hein, comment il émerge du paysage politique du Proche-Orient à partir de l'année 2010-2011. La France face au printemps arabe, c'est d'abord la France d'Alliot-Marie, on s'en souvient. Hein, la France d'Alliot-Marie conserve la trajectoire française bien connue qui est le soutien aveugle aux régimes autoritaires qui luttent contre les vilains islamistes. D'accord ? Donc, dès le début de la protestation populaire, la France propose un soutien logistique et technique à Ben Ali en lui disant on va vous procurer des matraques à manche court, ça tape plus précisément et c'est plus efficace. D'accord ? La France va ensuite réaliser, et on se trompe parfois sur ce passage essentiel, qui est un passage d'un grand cynisme, un passage qui est arrosé de BHL et de discours de défense de la démocratie et des droits de l'homme. Mais disons, la France réalise qu'elle risque de se retrouver, comme en Tunisie et en Égypte, dans le camp des perdants des printemps arabes. Et donc, qu'elle risque de perdre le contact politique avec les gouvernants de demain. Elle change donc son fusil d'épaule très radicalement en Libye. Elle le change tellement d'épaule qu'elle passe à un soutien militaire direct à l'opposition et elle accroît même son mandat jusqu'à vraisemblablement participer à l'exécution physique du dirigeant Mohamed al-Kadhafi. D'accord ? La France entre dans le conflit syrien avec ce même logiciel, avec l'idée qu'il lui faut être dans le camp des vainqueurs et que donc elle doit soutenir l'opposition syrienne. Elle le fait déjà avec des arrière-pensées qui augurent mal de sa capacité à rester en prise avec les courants politiques qui vont porter la contestation, puisque la France, depuis Paris, va essayer j'ai souvent employé cette expression, de faire émerger j'emprunte cette expression à quelqu'un que je déteste et qui l'employait, qui était un communicateur de Bachar, qui qualifiait l'opposition syrienne d'opposition offshore. Mais la France a contribué jusqu'à un certain point à faire émerger à Paris une opposition qui n'était pas en prise directe avec la température du terrain, avec la température des groupes qui allaient, par la force des choses, on ne va pas refaire cette histoire essentielle, se militariser. Alors, la France va entrer avec le logiciel libyen, on va aider l'opposition, mais, et c'est là que, et à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, la France entre dans la diplomatie française entre dans une phase de duplicité. Jusqu'à ce jour, la diplomatie française va faire quelque chose et dire le contraire, ou va dire quelque chose et faire le contraire. Mais progressivement, la diplomatie française va se retirer du soutien actif, efficace à l'opposition syrienne et va multiplier les exigences sur le système de représentation, sur l'absence de tel ou tel courant politique
Évidemment, déjà, la France depuis Paris va dire « Ah non, 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 je vois trop de poils de barbe dans la représentation du tissu politique oppositionnel en Syrie, donc je ne peux pas soutenir ça, etc. etc. » Donc la France, là, opère un virage qui va déterminer son attitude actuelle. Je dis souvent que ceux qui ont tué la révolution syrienne, ce ne sont pas les Syriens, ni les Russes, ni les Iraniens, mais les électeurs tunisiens et égyptiens. Lorsque la France s'aperçoit qu'assez vraisemblablement des urnes du printemps arabe libérées de toute interférence autoritaire sortiraient des courants dits islamistes, la France va se désengager et va commencer à changer son fusil d'épaule. Donc on va passer du Hollande, on va passer de Sarkozy à Hollande, on va passer de Hollande via Védrine au Macron qui va nous expliquer que Bachar el-Assad n'est pas l'ennemi du peuple français. Et il faut comprendre ce passage-là, il est absolument central, il va fonder l'attitude actuelle de la France. Bachar n'est pas l'ennemi du peuple français, il y a pire, et il y a pire, ce n'est pas Daesh, c'est un logiciel beaucoup plus large, c'est tout ce qu'on appelle, vous me rappellerez le nom du pays où depuis 3 ou 4 jours, on explique que la priorité des priorités absolues, c'est de lutter contre l'islam politique, sans que jamais personne d'ailleurs ne soit capable de nous définir exactement le champ d'application de la formule. Donc la France en Syrie, en se désengageant progressivement du soutien réaliste et efficace et fonctionnel à l'opposition, entre dans la configuration qui est celle de ce jour, c'est-à-dire nous allons lentement revenir à la case départ, soutien des pouvoirs autoritaires, pourvu qu'ils nous disent qu'ils sont en lutte contre les islamistes. Et là apparaît un client de choix dans le paysage, les Émiratis. Les Émiratis et les Saoudiens. Les Émiratis et les Saoudiens ont mis quelques semaines avant d'adopter un comportement clair dans le conflit syrien. Ils ont, dans un premier temps, donné à la variable sectaire régionale, c'est-à-dire à la peur de l'Iran, la priorité sur la peur démocratique interne. C'est-à-dire qu'ils ont, au moins pendant un certain temps, donné l'impression qu'ils s'alliaient aux ennemis d'un allié de l'Iran. Bachar était perçu comme un allié de l'Iran et donc les Émirats ont soutenu les ennemis de l'allié de l'Iran. Idem pour l'Arabie saoudite. Et puis lentement, un peu comme la France, c'est ça qui est important de comprendre. La variable internationale a changé d'agenda. L'ingérence étrangère n'a pas toujours eu la même vocation dans le paysage des printemps arabes. La France a contribué à la victoire des révolutionnaires libyens. Elle n'a pas freiné tout de suite la trajectoire des révolutionnaires syriens, mais lentement et sûrement, elle s'est alignée sur un agenda qui lui convenait particulièrement bien. Dans l'agenda de M. Macron actuellement, dans sa relation avec les Émiratis, dans sa relation avec Sisi, il y a une jambe économique et commerciale. C'est un accord commercial qui est rémunérateur. M. Macron se dit que s'il vend quelques rafales de plus à l'Égypte ou à cette région du monde, il peut peut-être gratter le quart de point de croissance qui l'aidera à se faire réélire. Mais il y a autre chose. Il y a aussi, j'emploie une formule ironique, je dis le problème, ce n'est pas que nous vendons des armes à M. Sisi et à M. MBZ, c'est que nous achetons, c'est qu'ils nous vendent leur logiciel politique, leur narrative, leur understanding des dynamiques politiques dans cette région du monde. Ça, c'est beaucoup plus grave. D'où est né l'agenda politique émirati? On le sait à peu près précisément. Il faut rappeler qu'au tout début du printemps tunisien et égyptien, les Émiratis n'avaient pas fait preuve d'enthousiasme, évidemment, à l'égard des oppositions qui étaient arrivées au pouvoir. Je l'ai déjà cité, mais j'aime bien rappeler cette toute petite anecdote. J'avais eu le privilège d'être reçu par Monsef Marzouki au palais de Carthage quand il arrivait au pouvoir. Et dans une conversation décontractée, je lui ai dit « Mais alors, qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les dangers ?» Et il m'avait déjà dit « Ce que je crains, c'est les Émiratis. » C'est-à-dire que les Émiratis étaient déjà en train d'acheter des journalistes, de fabriquer de fausses formations politiques pour mettre un terme à l'expérience politique tunisienne qui était dangereusement modérée, qui fournissait la preuve que les courants de l'islam politique pouvaient arriver au pouvoir et s'articuler pacifiquement à une transition constructive. Et ça, c'était intolérable. Alors, les Émiratis
ont immédiatement manifesté des réticences à l'égard des dynamiques dans ce qu'elles avaient de légaliste et de pacifique en Égypte et en Tunisie, et cela leur a valu les remarques acides d'un certain nombre de frères musulmans à l'époque où ils étaient au pouvoir. Et je ne sais pas si exactement c'est ça qui se passe, mais on attribue à Khayrat el-Shater cette phrase qu'il aurait prononcée en présence de conseillers de MBZ. Il aurait dit « Faites attention, vous pourriez être les prochains sur la liste », à un moment où les frères musulmans accédaient au pouvoir en Égypte et se sentaient sur une trajectoire ascendante. À partir de là, voilà où naît l'agenda émirati, qui va être j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec certains des conseillers. Je leur ai dit, vous avez fait d'un problème personnel un problème universel. Ils vont déclarer la guerre dans tout l'espace arabe au courant des frères musulmans, sans trop se soucier que le courant des frères musulmans, à ce moment-là, représente la force politique médiane et représente le tissu, la part essentielle du tissu protestataire. Et donc, les Émiratis vont trouver dans la demande islamophobe occidentale une occasion formidable d'établir un pacte dont nous connaissons les termes, dont nous ne connaissons pas tous les recoins. On fera un jour l'inventaire, on connaît la fabrique des Qatar Papers, mais on ne connaît pas tout le fonctionnement du CEMO, le fonctionnement de cette officine Global Analysis Watch. On peut faire peut-être un petit clin d'œil à cette officine émirati, en rappelant que la dernière fois que je me suis exprimé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire au CAREP, sur la France face à la radicalisation, il y avait dans la salle un monsieur qui s'appelle Yann Hamel, on ne l'a pas salué, peut-être ça l'a vexé, et monsieur Yann Hamel a trouvé le moyen de me faire dire ensuite dans les colonnes de Global Analysis Watch, repris par Valeurs Actuelles, repris par Marianne Net, que j'avais ce soir-là lancé un appel aux musulmans pour qu'ils forment des listes confessionnelles. J'espère qu'il y a parmi vous des gens qui avaient assisté à ma conférence. S'il y a quelque chose dont je me suis toujours démarqué, c'est bien la création de listes confessionnelles. Je dis même parfois, ça sera un début de libanisation. Mais les gros mensonges des Émiratis vont trouver une chambre d'écho qui est là, malheureusement, cette dérive islamophobe qui traverse les sociétés occidentales. Et voilà donc où se situe actuellement l'axe qui est... Alors, attention, qu'on ne me fasse pas dire que l'ingérence étrangère est unilatérale, qu'il n'y a qu'une tendance. Il y a bien sûr l'axe émirati et il y a l'axe turc et qatari qui a essayé de mener le jeu dans une autre direction. Ça nous permet de faire la transition avec la Libye, où les choses se sont déroulées de façon un petit peu différente. Si on devait résumer la variable étrangère dans la transition libyenne, eh bien, il faudrait dire que la Libye a battu de ce point de vue-là tous les records. La Libye a battu tous les records d'ingérence étrangère, mais dans des postures relativement atypiques, parce que bon, ce sont les rafales français qui font tomber Kadhafi. Donc on a une ingérence française initiale qui n'est pas du tout dans le sens où on l'attend, où on l'attendrait au regard du bilan de la diplomatie française, au regard des régimes autoritaires. Donc on a d'abord cette incongruité de l'interférence française, mais ensuite on a à peu près la planète entière qui va défiler en Libye. Alors dans l'axe émirati, je sais qu'on a beaucoup critiqué, peut-être Salam Kawatibi lui-même m'a dit un jour « Oh, quand même, Erdogan emmène des combattants syriens en Libye ». Et c'est vrai, avec des passeports turcs, des combattants proches de l'intervention turque en Syrie sont allés combattre en Libye. Mais ce qu'on oubliait de dire, ce que le président Macron, quand il stigmatise la Turquie, oublie de dire, c'est qu'auparavant, la planète tout entière avait défilé en Libye avec l'étiquette de mercenaires recrutés par les Émiratis ou par les Russes. Donc on sait qu'il y avait bien sûr des mercenaires soudanais, on a moins su, mais on l'a su après qu'il y avait aussi des mercenaires tchadiens. On a su quand même qu'il y avait des mercenaires occidentaux dans les rangs de la Légion étrangère émirati. On sait bien sûr, et il est même assez stupéfiant d'entendre dire très récemment le président Macron, je n'ai jamais soutenu le président Haftar, le maréchal Haftar. On sait très bien qu'il y a eu des militaires français, d'abord soi-disant pour aider Haftar à lutter contre le terrorisme, sans se soucier de la définition qu'il donne au terrorisme. Le terrorisme, c'est tous ceux qui ne sont pas dans son camp. Mais il y a eu ensuite
des 12 personnes au moins des forces spéciales qui ont aidé Haftar à coordonner, enfin qui ne l'ont pas aidé de façon très efficace à coordonner son attaque contre Tripoli en mai 2019. Donc, il est 19 heures. La France entière, la planète entière a défilé en Libye. Je vais m'interrompre dans 5 minutes, Salam. Oui, oui, dans 5 minutes. J'ai besoin quand même de 5 minutes. Et donc, la planète entière a défilé en Libye. C'est donc la première variable la plus importante. Après, quand on regarde un peu plus près, ces variables se sont entrechoquées entre elles. Le fait que, vous savez que Haftar, nous savons que Haftar est un homme des États-Unis, des Américains, puisque depuis 1987, il avait été embauché par la CIA pour lutter contre Kadhafi. C'était donc un acteur dans lequel les Américains avaient particulièrement confiance. Mais à partir du moment où la Russie est montée en puissance en Libye, Haftar s'est trouvé dévalorisé puisqu'il devenait un homme potentiellement un homme des Russes, hein, un homme qui consacrerait une victoire des Russes. Et donc les éléments de la variable ingérence étrangère s'entrechoquent entre eux et ont fait que les États-Unis maintenant ont plus ou moins lâché Haftar du fait qu'ils l'ont perçu comme un élément du jeu russe. Ce qu'il faut souligner, cela a été dit, pas suffisamment. J'ai dit que la diplomatie française était entrée dans une phase de duplicité à partir de la crise syrienne. En Libye, c'est un festival de duplicité, puisqu'on va essayer de nous dire que nous étions neutres dans le conflit. Non, nous n'étions pas neutres. Et dès son retour le 9 juin de l'année dernière à Tripoli, Fayez el-Sarraj a sanctionné des sociétés françaises pour montrer qu'il n'était pas dupe du soutien actif qui était apporté à Haftar par le président Macron. Bon, je pense que dans les questions, on aura l'occasion de revenir à la spécificité de la situation yéménite. De la situation yéménite, il faut dire qu'on ne peut pas la ranger dans deux camps très simples. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce n'est pas parce que les Houthis sont la cible d'une coalition qui est particulièrement illégitime à intervenir qu'on peut les absoudre de toute limite. Il y a indiscutablement une dimension sectaire dans la dimension Houthi qui prend quand même appui sur une culture politique d'obédience religieuse. Hein. Et donc, il faudrait avoir le temps de nuancer cela. Mais l'axe émirati retrouve toujours les mêmes caractéristiques. Je vais peut-être conclure là-dessus. L'axe de la contre-révolution arabe a une caractéristique. Il a d'énormes problèmes avec ses ressources humaines. Il est obligé de faire appel à des forces politiques tout à fait émiettées. C'est lui beaucoup plus, alors je sais, il y a l'exemple turc pour me contredire, mais beaucoup plus que les Turcs, l'axe, on ne peut pas renvoyer l'ingérence turque et l'ingérence émirati en Libye dos à dos. C'est ce que je veux oser affirmer à la face d'un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord. Mais quand même, en Libye, il y avait une dynamique issue du plurilatéralisme onusien qui avait abouti, il n'était pas parfait cet accord, un accord de Skhirat qui avait mis en place un gouvernement. Ce gouvernement était imparfait, il était divisé, il n'arrivait pas à fédérer l'ensemble des forces politiques qu'il était supposé coordonner, mais il était quand même l'héritier des forces qui avaient mis à bas Kadhafi. Et là, tout d'un coup, on fait faire irruption à un acteur militaire fabriqué par les Émiratis, cautionné militairement, modestement, mais diplomatiquement par les Français. Quand le président Macron invite à Paris Fayez Sarraj et Haftar, le message qu'il envoie, c'est qu'ils sont à égalité. Il ne condamne pas l'irruption militaire portée par les Émiratis. Il dit, bon, il faut trouver un arrangement. Hein. Bon, une ultime petite remarque sur cette structure des ingérences étrangères qui est plurielle, heureusement, puisque l'agenda turco-qatari en Libye s'oppose à l'agenda, on va dire, du reste de la planète. Mais j'entends souvent parler d'un axe russo-turc. Il faut faire attention à cette expression, je pense qu'il faut la définir. L'exemple de la Syrie nous a montré comment on peut déconstruire l'alliance russo-turque. Et la Libye nous redonne le même cas de figure.
il n'y a pas un axe, une communauté, une identité de vue entre la Russie et la Turquie, si ce n'est sur un point, se passer des diplomaties occidentales. Voilà, le seul point d'accord de la Russie et de la Turquie, c'est nous allons leur faire un enfant dans le dos. Quelle est la couleur de l'enfant, quelle est sa forme, quel est son prénom? On ne le sait pas. On ne connaît pas encore, on n'est pas d'accord sur l'issue finale de la crise syrienne. De la crise syrienne, il aurait fallu dire que le rôle de la Turquie, le rôle qu'a la Turquie en Libye s'est un peu estompé en Syrie parce que la variable kurde a pris le devant de l'intérêt de M. Erdogan et donc il a été prêt à faire des concessions aux Russes sur le terrain de l'opposition démocratique dans son ensemble pour marquer des points sur la variable kurde. Mais il faut bien souligner que dans les ingérences étrangères actuelles, les points de structure que sont ce rapprochement entre la Russie et la Turquie doivent bien être saisis comme tels. C'est se passer des diplomaties occidentales, faire la nique aux diplomaties occidentales. Et le ministre turc avait tout à l'heure, je crois ce matin, beau jeu de dire que M. Macron se comporte comme un enfant à qui on a piqué son jouet et qui fait un caprice. Mais on a quand même l'impression que la diplomatie française en Libye maintenant est hors jeu. Et elle est hors jeu du fait de la fragilité, de la pauvreté du logiciel d'analyse avec lequel elle a identifié les acteurs dans cette région du monde. Elle est dynamique. Elle a voulu revenir à la case. Elle a oublié que les printemps arabes sont nés de l'excès d'autoritarisme dans cette région du monde et elle croit que la restauration d'un autoritarisme sur le modèle Sisi, parce que le modèle des Émiratis, la référence, c'est quand même Sisi, elle croit que la restauration, l'instauration ou la restauration de régimes de ce type-là peut constituer une solution. C'est évidemment une erreur formidable. Voilà, je suis désolé, je n'ai dit qu'un dixième de ce qu'il est possible de dire, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le moins accessoire, sinon le plus important. Merci de votre attention. Merci beaucoup, François Burga. C'était très intéressant et je suis certain que dans le débat, on va développer quelques axes qui n'ont pas eu leur temps nécessaire pour être développés. Je voulais, avant d'arriver aux questions de nos internautes, dire ou peut-être te poser quelques questions concernant ce choix qui, après une courte période de soutien aux revendications démocratiques des peuples dans la région arabe, dans les pays arabes, que ce soit, comme tu l'as dit dès le début, population arabe ou kurde ou amazigh ou autre, ce changement d'attitude de la part principalement de la France, mais aussi d'autres pays occidentaux, parce que nous, maintenant, on a focalisé l'accusation, si j'ose dire, à la France, mais on entend le même discours, et même pire, quand l'Italie reçoit un criminel de guerre en 2018, qui a été amené par un avion spécial de Beyrouth jusqu'à Rome, soi-disant pour discuter sur la lutte contre le terrorisme. On voit que ce prisme de terrorisme et de stabilité, de mettre barrière à l'immigration, occupe complètement la réflexion de ces pays. Est-ce que ça a été quelque chose qui a ressurgi ou elle était toujours là, mais on a essayé à un moment donné de l'occulter? Alors c'est très important de dire que les dynamiques migratoires ou l'épouvantail migratoire a joué un rôle dans l'évolution, dans la tonalité des ingérences étrangères. On peut en avoir une preuve dans l'espèce de désintérêt proportionnel des Occidentaux à l'égard de la crise yéménite. Pourquoi on n'est pas passionné par la crise yéménite? Mais parce que les Yéménites meurent sur place. Parce que les Yéménites meurent sur place, parce que les Yéménites n'ont pas nourri un flux migratoire susceptible de menacer les frontières de l'Europe. Et c'est horrible à dire, mais c'est quand même une des données. Pour rappeler une dimension complexe des conditions dans lesquelles s'établit la tonalité dominante de l'ingérence étrangère, il faut dire un petit mot gentil, tu as dit un petit mot méchant, moi je vais dire un petit mot gentil sur les Italiens. Des rivalités entre les puissances occidentales ont ressurgi et les Italiens, de ce fait, se sont trouvés opposés à la France
sur le dossier libyen et ont plutôt soutenu Sarraj que Haftar. Hein. Et là, c'est encore une fois, c'est l'idée, une crise, c'est un pot de miel dont on enlève le couvercle, chacun y va avec sa main, ses arguments. Les Italiens, en tant qu'ancienne puissance coloniale, ne toléraient pas que les Français qui avaient un petit bout de faisane viennent marcher sur leur terre. Mais je crois qu'au-delà, c'est très important ce que tu as dit, c'est bien sûr la variable migratoire, c'est le phénomène djihadiste aussi, ça c'est absolument indiscutable. La contre-révolution arabe est parfaitement arrivée à ses fins, à fabriquer une montée, à nourrir une montée aux extrêmes qui a été facile à exploiter, je veux dire, qui poignarde les Syriens plus que tout autre. C'est à la fois les électeurs tunisiens et égyptiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils votent islamistes, et c'est bien sûr ceux qui vont à Paris frapper les États dont ils considèrent qu'ils sont directement impliqués dans les dysfonctionnements de leur pays d'origine. Et ça, je pense que si on veut vraiment prendre beaucoup de recul, quelle a été l'intelligence, avec des énormes guillemets, de la rhétorique de la contre-révolution arabe, c'est la même intelligence que Ben Ali avec Chirac. C'est je vais vous protéger des pulsions nationalistes ou revanchardes inhérentes à ma société que vous avez colonisée. Et donc, conjoncturellement, ces régimes-là peuvent criminaliser les forces vives de leur société en les présentant comme susceptibles de mettre en danger les intérêts occidentaux. Je pense que c'est là que le tour de passe-passe s'est fait. C'est un tour de passe-passe qui fonctionne comme ça en apparence, mais c'est un tour de passe-passe extrêmement dangereux parce que la politique de M. Macron, quand il soutient M. Sisi, est une politique à très, très, très court terme parce que nous maintenons des bouchons autoritaristes sur les marmites des sociétés de la région, mais ces bouchons vont forcément sauter et nous avons ancré dans l'imaginaire des peuples de cette région une image qui nous associe à ceux qui les répriment aujourd'hui. Et ça, me semble-t-il, c'est une terrible contre-performance des élites politiques européennes aujourd'hui, qui auraient dû être capables d'anticiper, de rester sur cette ligne qui a été la ligne française. Moi, j'ai eu une émotion dans ma vie, pas 50 en tant que chercheur, c'était d'entendre Juppé, ministre des Affaires étrangères, à Lima, dire, eh bien, dorénavant, nous allons demander à nos diplomates de s'adresser à l'ensemble des forces politiques, hein, y compris les courants islamistes. On avait compris qu'on ne pouvait pas faire sans les courants qui représentaient une partie importante de la matrice politique, mais qu'il fallait qu'on fasse avec, qu'on discute, qu'on négocie, qu'on échange. Eh bien, on a complètement oublié cette fugitive sagesse, cette fugitive éclaircie, pour revenir à cette logique terriblement simplificatrice dont on voit les ravages qu'elle fait dans les esprits en consultant. Ne le faites pas le soir avant de dormir, ça pourrait vous priver de votre sommeil. Le rapport de la commission sénatoriale sur l'islamisme en France. Hein. On voit à peu près le niveau de la pensée politique. Ce logiciel-là, c'est, je le crains, celui de notre ministère des Affaires étrangères actuellement. Et tu as eu raison de le redire, c'est à peu de choses près et à quelques contradictions internes au monde occidental près, celui de la plupart des sociétés européennes et des États-Unis. La dernière semaine, avec Elizabeth Thompson, on a parlé de son travail historique sur l'Occident qui a volé la démocratie aux Arabes. Elle a surtout travaillé sur la période de 1920, quand il y a eu cet élan démocratique et cette volonté d'alliance entre les libéraux arabes et les courants islamistes éclairés, et notamment elle a cité l'exemple de Rachid Rida. Cette expérience qui a été avortée par l'imposition des mandats, différents mandats dans la région, de l'exil des uns et des autres. Et à la fin de sa conférence, je lui ai posé la question, est-ce qu'on revit la même chose en ce moment? Elle m'a dit, en tant qu'historienne, la politique contemporaine n'est pas mon domaine, mais je peux dire que oui. Alors, tu es d'accord qu'on est en train de reproduire, même si je n'aime pas cette expression, de refaire l'histoire? Répétez. Dans une de
des tomes de mes élucubrations. Je les ai mis derrière, je ne sais pas lequel, mais c'est celui-là. Dans l'islamisme en face, il y a un témoignage, une représentation que m'offre Taraq el-Bishri, qui m'est resté particulièrement gravé. Taraq el-Bishri, c'est un juriste égyptien. C'est un homme pour qui j'ai une admiration sans limite, qui, on va dire, est passé du nassérisme. Il fait partie de ces intellectuels qui ont quitté le nassérisme avec la variable anti-islamique, disons très réticente à l'égard de la pensée religieuse, et qui s'est rapproché des frères musulmans. Et il emploie il me donne un exemple qui est très, très révélateur et qu'à mon avis, on peut appliquer jusqu'à ce jour. Qui sont les forces politiques que les Français tout particulièrement acceptent de considérer comme fréquentables? Il m'a dit, il parlait non pas comme égyptien, il parlait comme arabe ou comme homme du monde arabe face à la domination coloniale. Il m'a dit, vous savez, tant que pour lutter contre le colonisateur, nous avons employé la terminologie et les catégories qu'il nous avait imposées pour nous émanciper, les catégories, on va dire, du marxisme ou héritées de la gauche ou du nationalisme, nous avons toujours trouvé au sein des sociétés occidentales des interlocuteurs. Il y avait soit les chrétiens, soit les communistes, mais il y avait un segment de la société occidentale qui nous soutenait, qui était en empathie avec nous. À partir du moment, à partir du jour où nous avons commencé à employer le lexique de la religion musulmane pour exprimer exactement les mêmes ambitions, nous avons coupé les ponts avec la totalité du spectre social et intellectuel occidental. Et moi, j'en reviens à ça. L'Occident accepte d'être contesté dans son hégémonie politique, mais il bloque complètement dès lors que cette contestation fait usage d'un lexique qui, en quelque sorte, sonne le glas de son hégémonie idéologique sur le monde du XXe siècle. Et je pense qu'effectivement, cette impossibilité, ce caractère absolument irrationnel qu'il y a dans les discours des élites occidentales actuellement à l'égard du phénomène de l'islam politique, ce gouffre qui sépare une approche rationnelle, moi je ne dis pas se soumettre, apprécier, je dis simplement raisonner avec des données factuelles, eh bien il est inhérent à cela. Et alors effectivement, l'intervention de Thompson m'a beaucoup intéressé parce que j'aime bien les critiques qu'on me fait. Et l'une des critiques que l'on m'a fait à l'égard de mon travail tout entier, et notamment mon collègue Mathuret, avec qui nous bouclons dans la douleur une histoire des mobilisations islamistes, Mathuret me disait, vous avez minimisé cette oasis du libéralisme pré-autoritaire dans le monde arabe, qui était porteur. Alors depuis, je l'ai cultivé. Je me suis fait expliquer qu'Abeb Touma, le bourgeois chrétien, Abeb Touma, quartier chrétien de Damas, le bourgeois chrétien votait pour qui, monsieur? Pour le frère musulman. Pourquoi? Parce que le frère musulman était plus antisocialiste, rassurait le bourgeois chrétien sur la résistance au socialisme, au nasserisme, au bassisme montant. Et ça, j'avoue que moi, cette période-là, je l'ai zappé. Enfin, je ne l'ai pas étudié et je n'en ai pas rendu compte. Et c'est pour ça que les hypothèses développées par Helen Thompson, il ne faut pas les idéaliser. Il ne faut pas dire, bon, l'Occident a volé la démocratie aux Arabes. Bon, mais disons que cette période qui attestait qu'il y avait une synthèse intellectuelle et politique possible entre les courants de l'islam politique et les nationalistes qui les avaient précédés, oui, à mon avis, elle est extrêmement importante. Juste entre guillemets, aussi dans les années 50, il y avait une alliance entre les frères musulmans et le Parti communiste syrien sur quelques listes électorales à Damas. Et on voyait bien Mustafa Sibai qui siégeait à côté de Khaled Bagdash au Parlement, élu démocratiquement, qu'on a connu en Syrie et depuis 1958, c'est fini cette expérience. Avant d'aller aux questions, je trouve nombreuses de nos internautes, j'ajoute peut-être un petit détail qui nous a un petit peu échappé, c'est qu'avec Haftar, il y a des groupes radicaux à la droite
de l'État islamique, c'est-à-dire Bien sûr, les matérialistes, les les matérialistes. milices matérialistes, oui, bien sûr. C'est La dommage diplomatie de l'avoir pas rappelé. française ou occidentale ne les voit pas du tout de mauvais œil, parce que tant qu'ils sont avec le maréchal, mon général, ça c'est autorisé. C'est juste un petit détail qui est important à être souligné. Juste, je rappelle une petite anecdote que j'ai déjà peut-être évoquée, mais il y a 2 ans de ça, je donnais une conférence à Istanbul sur le Yémen en présence de Tawakkul Karman et des opposants yéménites. Et dans la salle, il y avait 2 personnes dont il était impossible de ne pas repérer qu'elles étaient libyennes, puisqu'ils avaient le splendide costume de la Tripolitaine. Et ils voulaient absolument me voir, ils ne me connaissaient absolument pas, mais ils savaient que j'étais français. Et ils voulaient me voir, ils m'ont dit, mais ce qu'on voudrait vous demander, c'est pourquoi votre président, il nous combat alors qu'il soutient des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus radicaux que nous. Et bien sûr, ces milices matérialistes qui sont, j'ai dit, ils ont des problèmes avec les ressources humaines, les Émiratis, je n'ai pas fini ma pensée. Je veux dire, ils sont obligés de faire appel à des mercenaires ou à des acteurs de l'islam politique radical, émasculés, pardon de l'expression, politiquement, par une fatwa du Shir Matrali qui dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le plan sociétal, vous pouvez être parfaitement radicaux, anti-féministes, tout ce que vous voulez, pourvu que vous ne touchiez pas au Sahib Samou el Maleki, pourvu que vous ne touchiez pas aux détenteurs du pouvoir, pardon. Hein. Et donc, oui, ça c'est extrêmement important de le dire. La lutte contre l'islam politique est une feuille de vigne pour masquer la nudité politique, la nudité de l'ancrage politique des Émiratis dans cette région du monde. Et c'est très important de le dire. Merci François. Là, on commence avec les questions. Alors, je commence par la première question. Pour poursuivre sur les usages et mésusages du terme terrorisme, trouve-t-il sa place dans l'outillage théorique de François Burga et, le cas échéant, comment le définit-il? Non, c'est une question qui est totalement inutile. Je renvoie à ce qu'a dit, par exemple, Alain Grèche là-dessus. Il faut rappeler régulièrement qu'on n'est pas tout seul. Bien sûr, le mot terrorisme est un mot valise. Alors bon, quand j'ai écrit là-dessus, j'ai rappelé que le général de Gaulle était qualifié de terroriste lorsqu'il luttait contre les Allemands. Et puis le général de Gaulle a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes, et puis les révolutionnaires algériens ont qualifié de terroristes la première génération de leurs opposants, etc. etc. Donc c'est un mot qui n'a pas de base scientifique et dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Cela a déjà été dit, mais c'est bon de le répéter. Ça nous donne le moral le soir. Alors, ma question concerne l'Algérie. La France a eu une réaction presque semblable à celle qu'elle a eue avec la Tunisie. Son silence ou son semblant de silence laisse voir son attentisme intéressé en attendant que les Algériens s'auto-annulent entre eux. Quel est votre point de vue sur le Hirak, al-Harak et les rapports avec le monde occidental, incluant les États-Unis? Bon, la France la France a eu une attitude neutre en apparence à l'égard du Hirak, mais je rappellerai quand même qu'elle est intervenue auprès de, c'est quoi, la société Eutelsat ou je ne sais pas quoi, pour faire fermer pour faire exclure El Maghrebia, la chaîne qui émettait depuis Londres, de l'usage, qui était la chaîne la plus représentative de l'opposition, des bénéfices de la diffusion par satellite. Donc, la France sait qu'elle doit rester discrète puisque son agenda est tellement connu, il a tellement été simplificateur dans le passé qu'elle sait que maintenant il est contre-productif. Peut-être une petite anecdote qui résume l'ambivalence de la France. Le président Macron, lorsqu'il avait reçu des intellectuels à l'Élysée, vous vous souvenez peut-être de ce débat, il avait dit oui, mais moi, et il avait dit très intelligemment, en tant que Français, je ne peux pas intervenir en Algérie parce que mon intervention est contre-productive. Et son conseiller en la matière, l'ami, qui fut ami, qui ne l'est plus complètement, Benjamin Stora, avait pris la parole et avait dit « Monsieur le Président, il faut pourtant que la France intervienne, sinon les islamistes risquent d'arriver au pouvoir. » Donc voilà, le logiciel de la France, c'est celui-là, c'est rester celui-là. Le Hirak a été regardé exclusivement par ce prisme-là. Heureusement pour ce Hirak, bon, et malheureusement aussi, il est resté dans la phase consensuelle du dégagisme,
c'est-à-dire qu'il n'est pas passé à une phase où nécessairement les différences politiques devront s'affirmer pour qu'il y ait une représentation politique. Alors ça a fait sa force, ça lui a permis de durer. Et il y a eu des anecdotes, il y a eu des scènes, puisqu'on n'était pas en Algérie, mais on vivait quand même le Hirak grâce à Facebook et à des milliers d'heures. Il y a eu une fois des jeunes qui ont brandi un slogan à connotation islamiste et un des anciens dirigeants du FIS leur a symboliquement les a fait taire et leur a dit non, 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 nous ne sommes pas du tout dans une phase d'affirmation de nos différences politiques, nous sommes dans une phase consensuelle. Donc, ce qui a fait la force du Hirak, c'est son consensualisme. Ce qui fait sa faiblesse, effectivement, c'est qu'il peine à passer aux bonnes vieilles recettes politiques. Ces recettes, je vais faire une petite parenthèse tunisienne, que le président tunisien, qui nous surprend quand même jour après jour de plus en plus, pense pouvoir contourner la fin des partis. Oui, c'est bien, mais la représentation individuelle, ça ressemble un petit peu aux légendes fi kulli makan ou le mu'tamarat sha'biya. La démocratie bidoun mu'tamarat sha'biya, pas de démocratie sans les comités populaires ou sans les. Il faut inévitablement que le Hirak passe à une structuration qui va inévitablement faire apparaître des différences dans le tissu politique. Et cette phase-là, bon voilà, la première phase a été magnifique, a été généreuse, a été splendide. Elle écrit une très très belle page du pays. Elle n'est pas complètement perdante puisqu'elle a quand même contraint, bien sûr, le tableau du président Bouteflika à être décroché du mur et puis à un minimum, bon, les clans se sont battus entre eux et ça a coûté leur siège à un certain nombre de gros calibres du système. Mais disons, l'Algérie n'est pas débarrassée de son système, le plus dur reste à faire. Et ce que l'on sait de la posture diplomatique de la France, j'aime Haftar et j'aime Sisi, nous permet, sans prendre trop de risques, de dire quelle est sa position à l'égard de la survie du système algérien actuellement. Alors, peut-on espérer que la nouvelle vague de révolution arabe en Algérie, au Soudan, au Liban et en Irak saura déjouer les pièges des révolutions de 2011? Moi, je vais dire un truc épouvantable, épouvantablement naïf. Je suis complètement optimiste s'agissant de la capacité des sociétés de cette région du monde à se réconcilier avec leur système institutionnel. Je suis complètement optimiste sur la capacité du Soudan, de l'Algérie, de la Syrie à retrouver un jour des institutions politiques répartissant les ressources de manière équitable et permettant la coexistence. Mais je ne connais pas le calendrier. Et j'ai peur que nous ayons encore des phases d'exacerbation de nature à nourrir le cas de figure de la montée aux extrêmes. Et au Soudan, on voit très très bien que les Émiratis sont arrivés avec leurs capitaux et ils ont le comité militaire dans les mains et ils sont à la manœuvre. On ne voit aucune pression occidentale sur l'Égypte susceptible de faire penser que cette phase horrible de l'histoire de ce beau pays va prendre fin. Mais je dis souvent de manière très provocante que je suis plus optimiste sur la capacité des sociétés du Proche-Orient à aller vers la démocratie que je ne le suis à l'égard de ma propre société d'y rester. Car je suis actuellement beaucoup plus inquiet sur l'avenir démocratique de mon pays que je ne le suis sur l'avenir démocratique des sociétés qui sortent de cette phase de turbulence épouvantable où nous avons contribué à les placer. Exceptionnellement, pour cette question, je vais dire d'où elle vient parce que elle provient d'un ami commun qui est le professeur finlandais Tuomo Melezo, qui te salue François et il te demande la question suivante. Quel est le rôle des conflits au Sahel dans l'échiquier arabe du Proche-Orient? Alors, je vais appliquer, pour répondre à Tuomo Melezo, à qui me relie des souvenirs absolument impérissables. Je vais n'en citer qu'un. J'ai pu me rouler presque tout nu dans la neige à l'endroit où M. Berck s'était roulé, où M. Rodinson s'était roulé à la sortie du sauna de Tuomo Melezo. Ça, ce sont des souvenirs absolument inoubliables.
Ils n'ont qu'un défaut, c'est que je ne les ai pas renouvelés récemment et vraiment, j'ai très envie de recommencer. Mais je vais appliquer à la question de Tuomo, malgré cette proximité qui nous unit, une forme d'autocensure. Je ne me considère pas comme complètement au point sur la problématique sahélienne. Dans un livre qui va paraître aux presses de l'OHESS, qui résume un certain nombre de conférences qui se sont tenues au sein de l'ISM, avant qu'il tombe dans les mains de personnages peu recommandables. Ça y est, je l'ai dit une horreur. Et vous verrez que dans cette conférence sur la radicalisation, j'avais dit Boko Haram, excusez-moi, non, j'avais raconté qu'une étudiante m'avait interrogé sur Boko Haram et je lui avais dit, excusez-moi, je n'ai pas travaillé sur cette région du monde et donc je ne vais pas me vanter, souligner l'importance qu'il y a à faire du terrain et puis après me permettre de parler. Mais par contre, je vais chercher comme vous, je vais chercher sur Internet et je vais trouver et je vais vous dire ce qui me paraît le plus réaliste et j'étais tombé sur les travaux de M. Pérouse de Monclos que j'admire évidemment, mais j'avais retrouvé dans l'analyse très fine de l'origine de Boko Haram et des dynamiques sahéliennes la matrice des problématiques que j'ai développées sur toute la région. Nous sommes en accord. Il n'y a pas comme ça l'islamisme radical qui débarque dans une société parfaite. Il y a des dysfonctionnements majeurs des mécanismes de la représentation politique exacerbés par des interventions étrangères. Suivez mon regard, celle de la France en est une, qui produisent des acteurs politiques que l'on blâme. Monsieur Macron nous a quand même dit ce sont des gens de rien. Et il parlait de Yadrali, qui est un dirigeant berbère, je dirais comme vous et moi, quelqu'un avec qui on peut ressentir une grande proximité. Et ce monsieur était labellisé quelqu'un de rien. Ils ne sont rien. Mais non, ils sont quelque chose. Ils sont des acteurs de société malmenés. Alors, il ne s'agit pas d'ignorer la part de responsabilité des potentats locaux, mais disons que nous les aidons très souvent à pérenniser les dysfonctionnements des systèmes de représentation et ça donne la situation du Sahel. Alors, ce que, sans m'avancer, je puis dire, c'est que l'intervention de la France au Sahel est contre-productive, mais je ne me hasarderai pas à analyser les interactions entre le Maroc, l'Algérie, la Libye, dès lors qu'elle reprendrait une décision politique autonome, et puis les dynamiques au Sahel, parce qu'elles sont très complexes et je ne suis pas sur le terrain pour les analyser. Ok, alors quel type de démocratie pourrait convenir aux pays arabes? C'est une question. Ce n'est pas une question. La démocratie, point barre. C'est tout. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas, à partir du moment où on entre dans une problématique de la spécificité arabe, on est aux frontières du racisme. D'accord. Tu ne vas pas me contredire, Salam, je le sais. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde concernant la démocratie. Je ne distingue pas entre démocratie arabe, occidentale, est-ouest, du tout. Alors, une question concernant la Syrie. Pourquoi, malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, le discours droit du peuple à se libérer de son bourreau et l'humanisme pour la Syrie ne passe pas, malgré toutes les sanctions contre le régime et toutes les preuves documentées de crimes contre l'humanité? Que faire de plus que les Syriens n'ont pas réussi à faire? Non, la crise syrienne, j'ai désigné un certain nombre de responsables, entre guillemets, de l'abandon occidental de l'opposition syrienne. J'ai dit c'est les votes, les bulletins de vote islamistes des Tunisiens et des Égyptiens qui ont commencé à nourrir un sentiment de rejet de toute l'opposition syrienne que le régime nous aidait à assimiler à l'aile radicale du courant islamiste, mais je n'ai pas dit ce qui est le propre de l'agenda iranien et russe. L'opposition syrienne est dans la situation où elle est, peut-être avant tout, encore une fois, c'est bien l'ingérence étrangère qui a fait la situation syrienne. Ce n'est pas le rapport de force interne entre la population et le régime. Et donc, on le sait très, très, très bien, c'est le caractère massif, décisif de l'irruption iranienne par Hezbollah interposée avec troupes au sol
jusqu'à la bataille, vite, redis-moi le nom de cette bataille du mois d'août où le rapport de force bascule. Koussaïr? Oui. Koussaïr, oui. Oui. La dimension absolument décisive de l'intervention iranienne et puis de l'intervention russe. Donc, par Hezbollah interposé, de l'intervention iranienne par Hezbollah interposé et ensuite très directement, hein, et de l'intervention russe. On sait maintenant a posteriori qu'il y a eu jusqu'à 60 000 hommes de troupes russes au sol. Hein. On parlait de l'aviation. Non, la Russie a littéralement fait éclater le rapport de force entre le régime et l'opposition. Donc, raisonner en termes d'erreur de l'opposition syrienne, je dirais, je laisse le soin aux opposants syriens. Il ne s'agit pas de dire que l'opposition n'a fait aucune erreur, mais quand j'entends dire l'opposition a fait l'erreur de se militariser, non, je n'accepte pas cette explication-là, parce que la militarisation a été, on peut aussi rester debout contre le mur et écouter les balles qui vous transpercent. Donc, moi, je ne me place pas sur ce terrain-là. Bien sûr, on peut dire qu'il n'y a pas eu un personnage fédérateur. Bien sûr, il n'y a pas eu une capacité à transcender, y compris au sein des groupes armés, les exigences de la division, le coût de la division. Mais disons que la défaite de l'opposition syrienne n'est pas une défaite de l'opposition syrienne, c'est un échec de l'environnement international de la Syrie. D'accord. Alors, question Facebook. Vous évoquiez le langage politique des mondes arabes admis par le pouvoir occidentaux. Au vu de la contre-révolution qui tente de se jouer en Algérie, pensez-vous que ce langage est encore admis en tant que tel chez les chercheurs occidentaux? Attention à ne pas mélanger trop complètement les chercheurs et les élites politiques. Il y a dans le monde académique français une fracture entre ceux qui sont médiatisés et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a le pire et il y a le meilleur dans le tissu académique. Donc je pense que le tissu académique français sur le Proche-Orient a conservé la capacité, j'espère en être une démonstration, j'espère participer à cette démonstration, à conserver une capacité à analyser relativement rationnellement les dynamiques politiques en cours. Après, quels sont les chercheurs qui sont médiatisés? Bien évidemment, ce sont ceux qui donnent une caution scientifique aux peurs que le pouvoir cultive pour gagner des dividendes électoralistes. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est tout. Mais oui, tous les langages politiques sont admis par les chercheurs. Il en existe un très grand nombre. Je vais vous dire un truc, ça va vous paraître prétentieux. Mais ce que je dis, la tonalité de mon discours analytique, dans le monde académique, je n'ai pas l'impression qu'il soit à la marge. Je n'ai pas l'impression d'être unique. Je sais que je suis peut-être perçu comme étant à contre-courant du mainstream médiatique, mais dans l'univers anglo-saxon, j'ai été traduit en langue anglaise, le dernier livre, j'interagis avec des chercheurs américains, je n'ai rien d'unique. Malheureusement, ma position n'est pas unique. Ma position peut apparaître comme très différente des grands noms de la recherche académique française, ceux qui sont médiatisés, mais ceux qui sont très médiatisés ne sont pas respectés par la communauté scientifique. Donc, s'agissant de la communauté académique, je pense qu'elle reste capable de gérer rationnellement on va employer des gros mots, la persistance dans le tissu politique algérien des courants de l'islam politique. Parce que bien sûr, les courants de l'islam politique n'ont pas disparu du paysage politique algérien. Ils ont évolué. Les courants de l'islam politique ne sont plus identifiables au sol des militants qui soient restés debout face à la répression, qui est Ali Belhaj. Ils ont évolué, ils ont pris des formes différentes. J'emploie parfois la formule, je dirais, dans l'islam politique, il y a parfois un peu moins d'islam et plus de politique. Mais bien sûr, les héritiers du Front islamique de salut existent encore en Algérie et ils joueront un rôle très significatif lorsque le rapport de force entre les différentes composantes de la société s'établiront. Et on verra que, bien sûr, le problème de l'opinion française, le problème des médias français, dès qu'un micro d'une radio ou d'une télévision
traverse la Méditerranée, on sait qu'il ne va se poser que devant celui qui, dans la langue que l'on comprend, nous dira ce qu'on a envie d'entendre. Vous avez peut-être en mémoire ce film ce film sur le Hirak, qui a été produit malheureusement par un journaliste du Monde. Je dis malheureusement pour le Monde, pour la réputation du Monde, et qui était la caricature même de cette incapacité à prendre la société dans sa diversité. Oui, il y a en Algérie quelques jeunes dont le rêve est de pouvoir consommer de l'alcool et d'avoir une vie sexuelle libre. Mais il y a aussi d'autres attentes de la société. La société est plus complexe que ça, elle est plus composite que ça. Et cette diversité qui fait la réalité, les médias français et la classe politique française ne sont pas capables d'en rendre compte. Je pense que le pire des déficits cognitifs du monde occidental actuellement, ce qui l'envoie la tête dans le mur, c'est son incapacité à avoir une compréhension et une gestion rationnelle du phénomène, non pas que l'on appelle, mais que l'on criminalise sous le label de l'islam politique. Très bien. Alors, les pays du Maghreb limitrophes de la Libye, peuvent-ils jouer un rôle dans le processus libyen dans la mesure où eux-mêmes peuvent être déstabilisés par l'instabilité libyenne? C'est la question à 10 000 euros pour laquelle je botte en touche. Il serait très, très prétentieux de ma part d'y répondre. Mais je puis bien sûr faire l'inventaire des intérêts des voisins. L'Égypte ne veut pas d'un régime politique qui ne poursuivrait pas le processus d'éradication de son opposition des frères musulmans. Donc évidemment, le régime de Fayez Sarraj, qui n'est pas un régime éradicateur, je ne dirais pas que c'est un régime qui procède de l'islam politique, simplement il a une posture un peu plus riche que celle éradicatrice de Haftar et des Émiratis, apparaît comme un danger. Après la Tunisie, j'ai donné un petit coup de griffe tout à l'heure au président, je vais en donner un deuxième, mais pour l'instant je ne comprends pas très très bien le logiciel du président tunisien. Et plus il s'exprime, je vous invite à écouter cette interview qu'il a exceptionnellement donnée en français à France 24, où il nous a dit notamment, oui, mais la colonisation en Tunisie, ce n'était qu'un protectorat, ce n'était pas comme l'Algérie. Il a eu toute une série de positions qui étaient assez surprenantes, assez inattendues. Il a dévalé, c'est assez peu courant qu'un chef d'État arabe aille sur le terrain des différends internes au tissu politique. Il a éprouvé le besoin de dire du mal du président du Parlement en disant « je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds ». Il l'a dit devant une caméra de France 24 à Paris. C'est assez surprenant quand même. Donc je ne me hasarderai absolument pas à commenter le logiciel tunisien actuellement, vu que ce logiciel, il est l'objet de tensions, précisément entre le président du Parlement et le chef de l'État, et qu'on ne le connaît pas beaucoup. Idem pour l'Algérie. L'Algérie, on sait que l'Algérie n'est pas pro-Haftar parce que les Émiratis ont barré le candidat algérien à la succession de Hassan Salamé. Donc, c'est une petite facette de la position algérienne. Elle est anti-émirati de ce point de vue-là. Mais elle est quand même pro-française. Et donc, on n'a pas les clés pour décrypter l'agenda, pour décrypter exactement l'agenda libyen de l'Algérie. Et le Maroc, je reste fidèle à ce que j'ai dit. Quand on ne sait pas, on ne s'exprime pas. Je n'ai pas une idée forte sur la stratégie actuellement de Sa Majesté sur le dossier libyen. Très bien. C'est une autre question à 10 000 euros. Est-ce que la personne de M. Le Drian peut expliquer le positionnement français en Libye et au Moyen-Orient? Oui, en partie, parce qu'on sait que Le Drian a complètement gobé avec une infinie naïveté le logiciel de Sisi. Le Drian a une admiration sincère pour le personnage et pour le modèle Sisi. Donc effectivement, et Macron n'a aucune connaissance. Macron a des connaissances intuitives dans le domaine de la finance et de l'économie. Pour tout le reste, il est dépendant de conseillers, d'une atmosphère qui est celle de ses proches et de ses voisins. Et Macron n'a aucune distance à l'égard du logiciel de Le Drian. Et Le Drian, je dirais, a gobé avec une infinie naïveté ce que Ben Ali servait
à Chirac pendant des années, hein, c'est-à-dire ce logiciel extrêmement simplificateur. Nous allons épurer nos sociétés des mauvais musulmans qui pourraient vous poser des problèmes et donc aidez-nous. Voilà. Alors qu'en fait, M. Le Drian est en train de faire exactement le contraire. M. Le Drian et M. Macron sont en train de nourrir la montée aux extrêmes dont les éclats nous toucheront à coup sûr, alors que nous aurions pu, je ne dis pas que c'est simple, mais nous aurions pu anticiper, nous aurions pu nuancer, nous aurions pu ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et quand on entend M. Macron nous expliquer maintenant avec un culot infini qu'il n'a pas aidé M. Haftar, ça veut dire qu'il se rend compte quand même qu'il a fait une grosse bêtise. On se dit que oui, je pense que le rôle de M. Le Drian, qui vient d'être reconduit dans ses fonctions, est extrêmement nocif et qu'on a le sentiment qu'aucune autre voie plus rationnelle, plus nuancée, plus complexe et plus proche de la réalité ne parvient actuellement aux oreilles du président. Quel est pour vous l'intérêt essentiel d'Erdogan dans son ingérence en Libye? Question Facebook. Sur Twitter ce matin, j'avais reposté un petit punchline où j'expliquais ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me refuse à renvoyer dos à dos l'ingérence turque, c'est une ingérence, et l'ingérence du camp d'en face. Parce qu'ils ne sont pas au service. D'abord, ils interviennent à la demande d'un gouvernement qui, certes, et ça c'est encore le président tunisien qui l'a dit, c'est le petit cadeau qu'il a fait à M. Macron, il a mis un bémol sur la légitimité du gouvernement d'Alliance nationale en disant oui, mais cette légitimité ne va pas durer toujours. Hein. Et donc, l'un de mes lecteurs a dit oui, Monsieur Erdogan ne s'intéresse pas à l'économie et seulement à la démocratie. Manière de dire, vous êtes bien naïf, cher monsieur. Oui, Monsieur Erdogan s'intéresse à l'économie, c'est une évidence absolue. Il a intérêt à ce que la gestion de la zone économique maritime, ce n'est pas la bonne terminologie, ne se fasse pas sur la base d'un traité qu'il n'a pas signé, il faut le rappeler. Hein, et donc, il conteste le front israélo-grec qui s'est monté contre lui dans le partage des richesses méditerranéennes. Il a le droit de le faire. N'importe quel acteur de la région a le droit de le faire. Et ensuite, ben, effectivement, l'argument qui a été le plus employé, c'est qu'il veut restaurer l'Empire ottoman. Mais ce sont des arguments que pour ma part, je n'accepte pas. Que fait la France dans le monde? Avez-vous déjà travaillé dans une agence culturelle française? Que faisons-nous sinon essayer d'étendre l'influence culturelle, économique et politique du pays que l'on dirige? Donc le principe même des intérêts turcs dans la région ne sont pas illégitimes. Je refuse catégoriquement de les renvoyer dos à dos, de renvoyer le Qatar et la Turquie dos à dos avec les Émiratis, parce que le modèle des Émiratis, c'est Sisi, et le modèle des Turcs et du Qatar, c'est quelque chose d'à tout le moins un tout petit peu plus complexe et un tout petit peu plus proche des exigences du multilatéralisme. Maintenant, il nous reste beaucoup de questions, François, et on va peut-être essayer d'avoir des réponses plus courtes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, y a-t-il l'émergence d'une question sociale dans certains des pays arabes et est-elle décisive ou on reste sur des dynamiques politiques et géopolitiques essentiellement? Là, c'est une très très bonne question, mais je ne peux pas y répondre. On voit bien au Liban qu'il y a eu ce frisson de déconfessionnalisation hein, qui s'est cristallisé sur la demande sociale. On voit bien que les gauches ici et là reprennent du poil de la bête, mais bon, on voit bien aussi que la déconfessionnalisation à ce jour a échoué au Liban. On voit plein de signaux, y compris en Irak, d'alliances entre des forces politiques et qui ont des lexiques différents entre Badr et des gens qualifiés de gauche. Donc oui, c'est une dynamique qui travaille le monde arabe actuellement. Oui, je pense qu'à terme, elle devrait aider la transition, c'est-à-dire la déconfessionnalisation et l'établissement d'institutions politiques qui permettraient de gérer la diversité plus efficacement que ce n'est le cas au Liban maintenant, qui est quand même l'archétype de l'échec du politique. D'accord.
Sachant que l'idée d'islamophobie en France est elle-même source de débat, a-t-on une chance de voir apparaître quelqu'une contestation ou remise en cause du mariage de la diplomatie française avec les Émirats? Ou n'y a-t-il pas assez d'intérêt, de compréhension sur ces questions? Ou le soft power émirati est-il trop puissant? Je dirais que le soft power émirati est trop puissant. Le soft power qatari est, je vais dire une méchanceté, mais il n'est pas du tout ce qu'il pourrait être. Il n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. Je pense que dans l'état actuel des choses, je n'ai pas vu d'indice permettant d'énoncer un pronostic très positif à court terme. Hein. Encore une fois, regardez de quelle littérature se nourrissent nos sénateurs sur ce qui conditionne la perception de notre monde extérieur. Regardez notre monsieur Darmanin, lisez le rapport qu'il avait proposé il y a 4 ans déjà. On est dans des logiques d'exclusion qui sont inintelligentes, encore une fois, qui n'analysent pas, qui ne vont pas aux racines historiques des tensions que génère l'affirmation de la présence des musulmans dans le tissu politique français, qui oublie complètement, moi j'aime beaucoup rappeler ça, pourquoi y a-t-il des musulmans en France? Parce qu'on a été les chercher, et si on oublie cette page de notre histoire, on a été les chercher par le séisme colonial, on a été les chercher ensuite par le séisme migratoire, dans comprendre l'islam politique. Je rappelle cette anecdote un peu familiale de mon cher papa qui me montrait dans les années 60 des autobus vides sur le parking des immenses aciéries de Eugene Kuhlmann et qui me disait, tu vois, ces autobus, toutes les semaines, ils partent vers le Maroc, une région qui s'appelle le Rif, et ils reviennent pleins. Si ces autobus ne revenaient pas pleins chaque semaine, la boîte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On est allé les chercher, les musulmans. Donc, on doit quand même avoir un logiciel qui fait place à cette historicité et aux racines des besoins d'affirmation des musulmans. Encore une fois, qu'est-ce que c'est l'islam politique? C'est si je fais de la politique que je suis musulman, si je suis autre chose que le bouffon d'imam de Drancy, que je ne vais pas, si, allez, je le mentionne, Chalroumi, est-ce que je fais de l'islam politique? Et on a le sentiment, bon, et je vais radoter, que pour les élites politiques françaises, seul le musulman qui n'est plus musulman est un bon musulman. Très bien. Selon vous, quel courant politique en France pourrait faire changer l'orientation de la politique étrangère de la France, puisque celle-ci n'a pas beaucoup changé entre M. Hollande, gauche, et M. Macron, centre-droite? Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais malheureusement, actuellement, il n'y a plus une fracture cognitive entre la droite et la gauche sur la question de l'altérité musulmane. La gauche nous a donné Valls et pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, moi, il me semble que la droite et la gauche. Oui. Alors, évidemment, l'émergence des écolos, dont il faut rappeler quand même que Zemmour a souligné qu'ils avaient une couleur verte qui était celle de l'islam. On voit quand même le niveau, mais ce monsieur n'est pas un bouffon, c'est un pilier de notre information. Donc, le seul fait que le curseur de l'intérêt populaire se soit déplacé vers la question écologique et ne soit pas tombé complètement dans l'escarcelle des mouvements de droite est quand même un signal positif. Hein. Donc, il y a quand même chez les écologistes un coefficient de moins et Zemmour ne s'y est pas trompé, encore une fois. Hein. Donc, si on veut être optimiste en conclusion, on peut dire oui, le déplacement de la focalisation populaire en France vers le débat écologique est plutôt un signal positif. Mais il me semble qu'il faut énoncer les choses comme elles doivent l'être. Tant qu'il y a à disposition de tout le monde ce lexique de criminalisation absolue, si je dis frères musulmans, tout le monde doit se sauver en courant, personne ne va voir de près, personne ne va établir des grilles d'appréciation rationnelle des performances démocratiques des acteurs politiques. Tant qu'on est dans cet état émotionnel, il est difficile d'être optimiste. D'accord. Il y a une question qui a été posée en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire la présence salafiste en Libye pour le chercheur?
Non, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle demande tellement de présupposés. Je ne sais pas dans quelle logique elle a été posée. Si c'est pour nous dire la présence des madkhalistes aux côtés des Émiratis, eh bien, je vais dire oui, ça souligne les contradictions du discours des Émiratis sur leur volonté de débarrasser la scène libyenne de l'islam politique. Mais on pourrait prendre cette question sous de nombreux angles. Mal Asaf, سوف أجيب في محاضرة أخرى للأخ الكريم. Alors là, une question aussi pour terminer la séance avec joie, je crois, avec ironie. Les rares fois où les islamistes ont eu le pouvoir, Égypte, Maroc, Tunisie, leur expérience était décevante. En Égypte, ils ont voulu modifier la constitution dans un sens islamiste. En Tunisie… Non, je ne peux pas laisser passer des affirmations si simplificatrices. Oui. Alors, j'ai écrit un papier dans la revue Iris où j'essaye de documenter un bilan serein des passages des islamistes par le pouvoir. Je renvoie, il est accessible online, mais il ne peut pas être fondé sur des raccourcis de ce type-là. Non, les islamistes n'ont pas gouverné à l'idéologie. C'est Stéphane Lacroix qui l'explicite et il est plus crédible que moi encore sur l'Égypte. Ni les Tunisiens, ni les Égyptiens n'ont gouverné à l'idéologie au cours de leur passage au pouvoir. Et ça, je pense que si on n'est pas d'accord sur les faits, on ne peut pas être d'accord sur leur interprétation. Voilà, tu as répondu parce que la question continue sur la Tunisie concernant l'abolition de l'égalité homme-femme et se termine par poser la question suivante. Pourquoi, selon vous, la France devrait rester neutre face à ce courant qui a un agenda hégémonique? Alors, on rappellera simplement à ce lecteur curieux, comme je le fais souvent quand on me dit l'islam politique fait disparaître la femme et tout, je rappelle quand même que la seule capitale du monde arabe gérée de nos jours au poste de maire par une femme l'est grâce à une candidate du parti qui fait disparaître la femme de la politique, le parti de Nahda. Ça suffit à montrer que cette façon de poser les questions est un petit peu réductrice et qu'on ne peut pas répondre à une question qui est construite sur la base de faits qui sont erronés en offrant des propositions qui soient crédibles. Et donc, il faudra relancer le débat. On le fera, j'espère, sur Facebook. Je serai content d'expliciter ma réponse à celui qui m'a fait l'honneur, l'amitié de me poser cette question. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, François Burga. Merci pour cette soirée assez riche qui est prête à réflexion. Et j'invite je suis désolé de ne pas prendre toutes les questions parce qu'il y en a plein et je sais que François, il suscite beaucoup d'intérêt et il nous interroge sur beaucoup de choses qu'on a oublié, à laquelle on a oublié d'y penser. J'annonce juste en dernière minute notre rencontre la semaine prochaine qui sera sur la Palestine et surtout ce projet d'annexion de la Cisjordanie qui n'a pas pris encore acte, mais qui est en cours. Notre invité sera Roger Ecoq, qui est historien, professeur à l'Université de Birzeit, qui sera avec nous vendredi 17 à 18h30. Merci François Burga, merci beaucoup et merci pour nos internautes et à la semaine prochaine. Merci à tous et toutes, ou toutes et tous. Merci.